bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, nous voici le jeudi 14 janvier et nous continuons notre série sur le triathlon et plus particulièrement en mode crossover avec Greg du podcast de Nakan. Salut Greg. Salut Hermano, salut Olivier, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Salut Greg. Olivier, comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien, ravi de pouvoir partager encore une fois un épisode avec notre ami Greg. Ouais, alors justement, je t'ai donné un petit peu la parole parce que là, je pense que tous les deux, nous allons passer en mode mute et nous allons laisser parler notre expert de la technologie, des chiffres, des statistiques. Greg, de quoi a-t-on besoin à l'entraînement et surtout en compétition en termes d'objets connectés pour une compétition de triathlon ? Que l'on parle de court, de moyen ou de longue distance. Après, tout va dépendre de ce que tu as envie d'avoir comme données pendant ta compétition et après pour pouvoir faire la post-analyse, Hermano. Et puis bien évidemment, on avait parlé dans l'épisode où on traitait des trifonctions de jamais tester une trifonction pour la première fois en compétition. Et bien pour tous les gadgets électroniques qu'on va utiliser, que ce soit une montre, que ce soit un compteur cycliste ou que ce soit un capteur de puissance sur son vélo, c'est de pas tester tout ça le jour de la compétition, mais de savoir exactement comment ça marche pour que ce soit pas un problème, mais plutôt un automatisme d'utiliser ces petits gadgets pendant sa compétition pour qu'ils nous soient utiles et qu'ils ne soient pas une contrainte ou un boulet pendant sa compétition. Ah oui, clairement. Et puis c'est comme l'alimentation, on ne teste rien le jour de la compétition. On le dit, on le répète dans notre podcast, du podcast de Nakan, on le dit et on le répète dans le podcast d'Ohana. Et même si vous achetez du matériel, de toute façon, achetez-le du textile, achetez-le en 2, en 3, en 4 exemplaires parce qu'il faut tester le matériel avant la compétition. Greg, donc tu nous as cité 3 types d'appareils, la montre, le capteur de puissance, le compteur. Est-ce que déjà on a un appareil qui va regrouper les 3 pour pouvoir s'adonner à son sport favori, à sa compétition en mode le plus léger possible, sans rogner sur l'efficacité ? Alors oui, au niveau de la mesure et des données que vont fournir ces appareils, une montre de triathlon donc va pouvoir analyser de manière très efficace la partie natation, la partie cycliste et la partie course à pied, les enchaîner dans un seul fichier d'entraînement qu'on va pouvoir analyser ensuite, mais toutes les montres de sport ne le font pas forcément. Il faut vraiment une montre qui soit spécifique avec un profil de triathlon pour pouvoir enchaîner ces 3 disciplines. Donc la natation en piscine ou en eau libre en fonction du triathlon qu'on est en train de réaliser. Ensuite la partie cycliste avec ou sans capteur de puissance en fonction du matériel dont on est équipé sur le vélo, et puis de la course à pied, là également, soit au niveau simplement de l'allure et de la fréquence cardiaque, ou alors avec un capteur de puissance dont on a énormément parlé dans notre podcast de Nakan, le capteur Stride par exemple, pour avoir même de la donnée de puissance en course à pied pour gérer sa course de manière plus efficace. Oui, alors je voulais quand même rajouter, parce qu'on parle de capteur de puissance en vélo, capteur de puissance en course à pied, donc en course à pied, tu en as bien parlé, il y a des appareils qui le font, et notamment le capteur Stride. En vélo, comment est-ce qu'on fait pour mesurer sa puissance ? On utilise un capteur de puissance. Il y a un marché qui est maintenant assez développé sur la partie cycliste. On peut avoir des capteurs de puissance un peu partout sur la transmission de son vélo. On peut en avoir intégré dans les pédales, dans le pédalier, dans l'axe de pédalier. On peut en avoir intégré dans les plateaux et même dans le moyeu de la roue arrière. Donc voilà, il y a différents types de capteurs de puissance et on choisira en fonction des caractéristiques qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut pouvoir le passer facilement d'un vélo à l'autre ou alors pouvoir avoir le capteur le plus léger et intégré possible sur son vélo ou voilà, et en fonction on choisit le capteur qu'on souhaite utiliser sur son vélo, puis lui va donner des indications exactes de puissance, donc à quelle force on applique sur les pédales, avec quelle rotation, donc quelle cadence de pédalage. Tout ça donne de la puissance en watts, et ça c'est une donnée très importante pour travailler dans la bonne zone, dans la bonne intensité et à l'entraînement, et surtout pour gérer sa compétition. Pour ceux qui seraient peut-être un peu moins familiers avec ce genre d'accessoires, quel est l'intérêt finalement de pouvoir calculer sa puissance si on a déjà par exemple sa vitesse? Alors à vélo notamment, lorsqu'on est en train de rouler à plat avec un vent favorable, on n'aura pas du tout la même vitesse à une intensité donnée
que en montée avec le vent dans la figure. Donc c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là d'utiliser la vitesse. Si je me dis ma vitesse de seuil elle est de 32 km/h, ce sera à plat et sans vent, mais par contre dès qu'il y a du vent favorable ou non, ou que ça commence à monter un peu ou à descendre ou que le revêtement de la route est moins bon, eh bien ma vitesse va varier alors que mon intensité reste égale. Le capteur de puissance, lui, permet de s'abstraire de ces données de conditions, c'est-à-dire qu'il va mesurer exactement la force que j'applique sur les pédales, donc la puissance que je développe, et que ça monte, que ça descende, que le vent soit de face ou d'arrière ou latéral, ma puissance sera toujours constante et mon intensité sera toujours la même. Lorsque ça affiche 250 watts, je sais que j'aurai exactement la même intensité, donc je produirai la même quantité d'énergie sur mon vélo. Donc ça permet de gérer sa compétition. Si je sais que je dois avoir une intensité donnée de X, Y ou Z, je sais à l'entraînement que je tiens 40 km à vélo sans exploser et en étant capable de courir 10 km après à 280 watts par exemple, et bien pendant ma distance olympique, eh bien je vais mettre 280 watts ou en tout cas essayer de m'y tenir le plus près possible sur mon vélo, et puis comme ça je sais que j'aurai une intensité qui sera exactement dans la cible, que ça monte, que ça descende, que je sois en train de drafter ou pas, peu importe, je sais que je serai à fond et puis que je gère le mieux possible ma compétition sur le vélo. Ah, moi, j'ai hâte que on puisse, comme dans les voitures, appuyer sur un petit bouton et puis le régulateur de vitesse, ou plutôt le régulateur de puissance, se mette en route et brrr, on appuie juste comme il faut. Bah, écoute, ça existe déjà, ça s'appelle le mode erg sur les home trainers, c'est-à-dire que tu peux faire des séances d'entraînement où tu dis maintenant pendant 10 minutes je veux faire 250 watts et ensuite pendant 10 minutes je récupère et je fais plus que 120 watts, et puis lui automatiquement il va te régler la résistance pour que tu sois exactement dans les cibles que tu as définies pour travailler tes zones de puissance. Alors bien évidemment c'est pas disponible encore sur la route, mais tu peux t'entraîner pendant les longs mois d'hiver dans ton salon avec ton home trainer qui est connecté et qui règle automatiquement la résistance mécanique pour que tu sois pile poil dans la cible. Quand ça arrivera en compétition, moi j'ajouterai ça avec les petites roulettes, puisque nos auditeurs n'ont peut-être pas compris, mais si vous écoutez le podcast de Nakan, vous saurez que j'ai du mal à tenir à l'équilibre, donc je rajouterai aussi cette option-là sur mon vélo. Je pense que pour clôturer sur les capteurs de puissance, il y a effectivement plusieurs critères que mentionnait Greg tout à l'heure. Je pense qu'il y a le prix aussi quand même qui peut influencer pas mal. Ça vaut peut-être la peine de le souligner parce que finalement un capteur de puissance ça peut quand même coûter assez cher. Alors oui c'est sûr, un capteur de puissance c'est un certain investissement. C'est à peu près comparable à une paire de roues de moyenne gamme. On oscille entre 500 et 1000 euros pour un capteur de puissance complet sur son vélo, c'est-à-dire qui mesure les deux jambes. On trouve des capteurs de puissance qui mesurent la puissance que d'une jambe et qui la multiplient par deux pour des budgets un petit peu inférieurs. Là, il faut faire attention parce qu'on a tendance à rencontrer des cyclistes qui ont une jambe plus forte que l'autre et on pourrait avoir des données qui sont pas tout à fait correctes dans la mesure avec une seule jambe. Après, avoir en fonction du budget qu'on a à disposition et ce exactement ce qu'on veut faire avec son capteur de puissance. Maintenant, moi, j'ai toujours utiliser ce message qui dit que plutôt que d'investir dans une paire de roues ultra aérodynamiques, on gagnera beaucoup plus de temps sur un 40 km ou un 90 km ou un 180 km en investissant dans un capteur de puissance et en s'entraînant mieux, plutôt qu'en ayant du matériel très aéro mais qu'on sache pas gérer sa puissance sur son triathlon. Donc avant de prévoir un budget pour des roues très aéro sur son vélo, il faut investir dans un capteur de puissance parce que le moteur du vélo, c'est nous-mêmes. Et puis si on pédale à la bonne intensité, avec un vélo moins aérodynamique, on sera toujours plus efficace qu'avec un vélo très aérodynamique, mais si on gère mal son intensité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg. J'aurais pas pu le dire mieux que ça. Alors peut-être effectivement pour conclure sur le capteur de puissance et pour enchaîner sur autre chose, il me semble qu'il y a d'autres moyens de mesurer la puissance en course à pied. On a parlé de Stride, mais il y a aussi un autre appareil qui, à mon sens, trouve son intérêt dans une compétition de triathlon. Je veux parler de la ceinture cardio-thoracique de mesure de la fréquence cardiaque. Certaines incluent aussi un capteur de puissance, notamment dans une marque américaine. Greg, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de partir avec son capteur thoracique pour mesurer sa fréquence cardiaque en compétition? Et si oui, est-ce que tu as des petits tuyaux à nous donner? Comment le placer en natation? Comment bien le placer en vélo et en course à pied? L'idée, c'est de le mettre au départ de la compétition, de l'avoir en place, de l'avoir testé à l'entraînement en faisant un enchaînement natation, vélo et puis éventuellement course à pied ensuite pour vérifier que le serrage de la ceinture est bon, donc qui gêne pas la respiration, mais que la
ceinture tient en place correctement. Et puis, ensuite, c'est de valider tout ça à l'entraînement. Hein. N'importe quel matériel, on va le valider à l'entraînement. On parlait des montres de triathlon au début de cet épisode. Essayez le mode triathlon de votre montre de sport à l'entraînement. Essayez de faire des enchaînements, même si c'est pour les fonctions de base, hein, pour les valider. Une fois le soir, devant votre TV, vous prenez votre montre puis vous faites des simulations de triathlon pour voir comment ça fonctionne, savoir quel bouton appuyer quand, pour pas que le jour de la compétition, lorsqu'on arrive en transition, on a 1000 choses à penser. On doit pas avoir encore à réfléchir comment elle marche cette montre, où est-ce que je dois marquer que j'ai fini ma natation, etc. Parce que voilà, on va perdre du temps, on va s'énerver pour rien, on va perdre de l'influx, ce sera pas top. Il faut que ça soit vraiment un automatisme. Donc que ce soit la ceinture, le capteur de puissance, tout ça, ça doit être automatique pendant la compétition. On doit même pas avoir à penser à tout ça. On prépare la petite astuce pour le capteur de puissance. On sait que sur le vélo, pour avoir une précision maximale, il faut étalonner son capteur de puissance avant de partir à vélo. Bien évidemment qu'on va pas le faire pendant la première transition parce qu'on va perdre du temps. C'est une procédure qui prend 20-30 secondes. On va pas perdre ces 20-30 secondes là. Mais avant de partir nager, on met sa montre proche de son vélo. On fait le calibrage du capteur de puissance à ce moment-là. On aura un facteur d'étalonnage qui sera pas tout à fait celui du moment du départ à vélo parce que la température ambiante aura un petit peu changé, etc. Mais tant que la montre reste active, elle garde le dernier étalonnage, donc on sera assez proche de ce moment-là, donc on n'aura pas une variance trop importante au niveau de la puissance. Et puis ensuite, on va nager, et quand on arrive pour la transition, on sait que l'étalonnage a déjà été fait, on peut directement partir sur le vélo et avoir des données de puissance qui sont cohérentes. Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer peut-être la discussion dans un autre épisode, un autre jour, parce que j'ai encore plein de questions, notamment quelles sont les bonnes pratiques justement pour pouvoir jouer avec les différents modes. Si on unbundle, c'est-à-dire au lieu d'avoir uniquement la montre qu'on pose sur le vélo et qui nous donne toutes ces informations, on a aussi un capteur, un compteur de vélo sur le vélo. Comment est-ce qu'on fait joujou avec la montre, le compteur, etc. Mais ça, on verra ça dans un autre épisode et peut-être plutôt dans un épisode du podcast de Nakan. Écoute, moi ce sera avec grand plaisir. En tout cas sur le site, j'ai prévu de faire une série sur la puissance à vélo comme j'ai fait la série sur la puissance en course à pied pendant l'année 2020. Donc je vais probablement aborder ces thématiques-là aussi dans ce dossier, mais avec grand plaisir, on en reparle dans le podcast ou dans n'importe quel autre épisode de podcast. Greg, merci beaucoup. Juste pour terminer, puisqu'on a parlé quand même de technique et on a dit que tu étais la caution technique, chiffres, nombres, statistiques du podcast de Nakan, il y a une raison à cela, c'est que tu édites le blog nakan.ch. Est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots et puis aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet si on veut échanger avec toi? Oui, le nakan.ch, un site que j'ai lancé en 2009 qui traite de la technologie dans le sport. J'ai commencé le triathlon et j'ai commencé à m'intéresser à ces gadgets électroniques. Et puis, j'étais de cette génération blog et j'ai commencé à parler de ma passion. J'ai parlé aussi du matériel que j'utilisais. J'ai vu que ça intéressait plusieurs lecteurs et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et maintenant, je décortique les objets technologiques dans le sport d'endurance, peut-être même un petit peu plus aujourd'hui. Et puis, voilà, ça me passionne toujours autant, donc j'en parle toujours avec autant de passion. Et je vous remercie de m'avoir invité pour ces quelques épisodes pour échanger à ce propos. C'était un plaisir. C'est nous qui te remercions, Greg, pour ton temps. Merci. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. T'as vu comment j'ai bien vendu le truc, Greg Olivier. Ça, je couperai au montage. Je le mettrai juste en bonus de l'épisode d'aujourd'hui.